France, décembre 1944. Les champs autour de Saint-Lô n'étaient que boue jusqu'aux chevilles veinées d'huile et jonchés de carcasses de machines. Les équipes au sol américaines les appelaient des Thunderbolts, atteints de pneumonie. Les P-47 massifs et puissants refusaient de grimper dans l'air humide. Les moteurs toussaient, les bougies d'allumage s'encrassaient et les pilotes maudissaient l'avion censé régner sur le ciel. À l'aube, une brume basse s'accrochait à la piste. Un mécanicien nommé sergent Ed Shortfuse Daniels était accroupi sous le capot d'un P-47, mort. Sa combinaison était trempée d'huile, sa caisse à outils à moitié enfouie dans la gadoue. Il avait déjà changé des bougies, nettoyé des filtres et pesté contre l'usine Republic Aviation de New York pour avoir construit un appareil qui détestait le climat européen. Rien de nouveau. Depuis des semaines, le 302nd Fighter Group était cloué au sol par cycle. Des avions décollaient pour une seule mission, puis retournaient aussitôt à l'atelier. L'humidité froide et l'essence plombée encrassaient les bougies plus vite qu'on ne pouvait les remplacer. Des moteurs parfaits dans le désert d'Arizona s'étranglaient dans l'humidité hivernale de France. Daniels n'était pas ingénieur. C'était un mécanicien qui croyait que quand quelque chose ne marche pas, les manuels sont la dernière chose à laquelle se fier. Derrière lui, un pilote d'essai cria « Encore un de mort !» Daniels s'essuya les mains. La même histoire. Les étincelles meurent en altitude. Je suis à 2 doigts d'y mettre le feu moi-même. Il jeta un coup d'œil au camion de maintenance tout près chargé de caisses marquées B-24 Spare, Airbus 130 Plug. Les bougies de Bombardier étaient techniquement incompatibles. Plage thermique différente, jeux différents. Les utiliser violaient au moins 3 directives de maintenance, mais elles chauffaient davantage, brûlaient plus propre et ne s'encrassaient pas sous l'humidité. Daniels les fixa longtemps. Puis il marmonna « Au diable la théorie !» Il retira 36 bougies du moteur radial à double rangée du Thunderbolt et les remplaça une à une. Il n'en parla pas au chef d'équipe. Il n'en parla à personne. Quand le pilote revint, Daniels se contenta de dire « Réessaie-la et ne la ménage pas. » Oh, oui, ça. Le Thunderbolt s'ébroua sur la bande, l'arrière alourdi de boue. Au début, rien d'inhabituel, le même grondement las d'un moteur fatigué. Puis, à mi-piste, il prit vie. Le rugissement s'approfondit, le disque d'hélice se précisa, et l'avion bondit vers le ciel comme s'il s'était délesté d'une tonne. Daniels écouta. Il pouvait le dire au son combustion plus douce, allumage plus net. Il attendit le grésillement radio qui confirmerait ce que son instinct savait déjà. « Tour ici, raid tout !» lança la voix du pilote. « Je passe 10 000 régimes stables. Qu'est-ce que vous avez fait à cette bête ?» Daniels sourit. « Je lui ai juste changé ses étincelles. » À 12 000 pieds, le pilote riait. « On dirait un oiseau neuf. Je grimpe plus vite que jamais. » Daniels ne dit rien. Inutile, les chiffres parleraient bientôt d'eux-mêmes. Cet après-midi-là, les données d'essai tombèrent, taux de montée, plus 20%. Température des cylindres. 25 degrés encrassement des bougies, réduite à 0. C'était la mise en route la plus propre depuis l'arrivée de l'escadron en France. Le chef de piste parla de chance. L'officier de maintenance parla de stupidité. Daniels parla simplement de preuves. La nouvelle se répandit vite sur le terrain. Un graisseux avait fait grimper un Thunderbolt, mieux qu'un Spitfire. Les pilotes commencèrent à réclamer les bougies de Daniels. Les officiers d'approvisionnement vérifièrent les références. Le quartier général commença à poser des questions. Le lendemain matin, on convoqua Daniels à la tente des opérations. 2 officiers l'attendaient près d'un clipboard. « Sergent, dit l'un, vous avez substitué des pièces non standards du stock Bombardier dans des moteurs de chasseurs. C'est une modification non autorisée. » Daniels haussa les épaules. « Mon capitaine, ça a marché. » La mâchoire de l'officier se crispa.
Vous auriez pu provoquer une détonation catastrophique ou un meilleur taux de montée, marmonna Daniels. La réprimande tomba dans l'après-midi. Officiellement, il avait violé la section 9 du protocole de maintenance. Officieusement, tous les pilotes du terrain voulaient qu'il s'occupe de leur avion. Ce qui avait commencé comme un échange idiot sur le terrain était sur le point de réécrire l'équilibre en haute altitude de la guerre aérienne, une bougie à la fois. Parce que l'innovation ne vient pas toujours des laboratoires ni des usines. Elle vient de la boue de la Grèce et d'un homme trop têtu pour arrêter de réfléchir. Le P-47 Thunderbolt était un paradoxe ailé. C'était le chasseur monomoteur le plus lourd de la Seconde Guerre mondiale, une brute blindée, avec un cœur de bombardier. Les pilotes l'appelaient le Jug, pour Juggernaut, mais aussi pour sa tenue solide, pesant lent à monter. Pour beaucoup, ce n'était même pas un chasseur, une enclume volante, à qui on avait donné des canons. En 1943, la légende du Thunderbolt s'était fendue en deux. Pour le public américain, c'était l'escorteur dur à cuire et indestructible qui pouvait ramener ses pilotes avec une demi-aile en moins. Mais pour beaucoup, au sein des 8th et 9th Air Forces, c'était un géant lourdeau incapable de rattraper un Messerschmitt au-delà de 20 000 pieds. Le mythe s'installa, le P-47 était puissant, mais désespérément lent en altitude. Ce mythe reposait sur des données incomplètes et une compréhension incomplète. Sur le papier, le Pratt & Whitney R2800, double wasp du P-47, développait plus de 2000 chevaux dopés par un turbocompresseur qui tassait l'air raréfié des hautes altitudes. En théorie, il pouvait grimper plus vite qu'un Spitfire MC-9 ou un Bf-9G. Mais la théorie n'intégrait ni la météo européenne, ni le défaut caché de son système d'allumage. Dans l'air sec des champs d'essai américains, les bougies tournaient propres et chaudes. En France et en Belgique, avec une brume constante et un carburant 100 octanes riche en plomb, ces mêmes bougies s'encrassaient vite. La combinaison d'humidité et de dépôts carbonés court-circuitait leurs électrodes, provoquant des ratés et des pertes de puissance. À 15 000 pieds, un seul cylindre qui tourne froid suffisait à voler de l'efficacité au moteur. Multiplier cela par 36 cylindres et la réputation de brique volante devint inévitable. Les pilotes n'en connaissaient pas la cause. Ils n'en ressentaient que les effets. Le moteur tout sautait, bégayait ou perdait de la puissance en montant à travers les nuages. Les mécaniciens suivaient les manuels remplaçant les bougies toutes les 25 heures de vol. Cela ne résolvait rien. Cela ne faisait que retarder la panne. Le moteur du Thunderbolt n'était pas faible. Il s'étouffait sous son propre protocole de maintenance. Pendant ce temps, la propagande de la Luftwaffe adorait ce mythe. Les pilotes allemands se vantaient que le P-47 ne pouvait pas les rattraper en montée. Le Daimler-Benz DB605 du Bf-109 à injection directe était efficace tandis que le moteur radial massif du P-47 semblait une exagération. « On ne peut pas vaincre la gravité avec du poids », écrivit un as avec suffisance. Mais les Américains ne perdaient pas à cause de la physique. Ils perdaient à cause de la chimie. Les bougies utilisées sur le P-47 étaient conçues pour des climats secs. Elles tournaient à froid dans l'humidité européenne, ce qui faisait s'accumuler du carburant non brûlé à leur extrémité. Les bougies plus chaudes du bombardier B-24, au contraire, fonctionnaient à des températures de combustion plus élevées, brûlant les dépôts avant qu'ils ne s'installent. Daniels ne connaissait pas la théorie, mais son instinct lui disait que le système avait besoin de chaleur, pas de remplacement supplémentaire. Dans les rapports officiels, les services techniques de l'armée de l'air américaine avaient déjà noté des plaintes de terrain concernant l'encrassement récurrent des bougies dans le théâtre européen. Leur réponse fut d'augmenter la fréquence des nettoyages. Le défaut de fond demeura intact. Les pilotes, eux, s'adaptèrent simplement. Ils piquaient au lieu de grimper, comptant sur la masse et l'élan du Thunderbolt pour vaincre. « Boom and zoom », appelait-il cela, frapper d'en haut, replonger, ne pas poursuivre. Cela fonctionnait, mais cela entretenait. Le mythe, le P-47 était trop lourd pour combattre verticalement.
Ce que personne ne voyait encore, c'est que la limitation de l'appareil n'était pas aérodynamique, elle était électrique. Une bougie à 25 cents privait un chasseur de 100 000 $ de tout son potentiel. L'expérience insensée du sergent Daniels n'avait pas seulement fait grimper un avion mieux que les autres, elle avait mis à nu un angle mort enfoui au cœur même de la doctrine de l'armée de l'air américaine, la croyance que la maintenance ne devait jamais innover, seulement obéir. Le manuel disait que le changement était dangereux. Le champ de bataille allait prouver le contraire, car une fois que le premier Thunderbolt eut grimpé comme une fusée, plus personne ne put l'ignorer, ni prétendre que l'étiquette de « brique volante » tenait encore. Le mythe allait brûler une étincelle d'allumage à la fois. À la fin de 1944, la machine de guerre tournait à plein régime. Mais même les armes les mieux conçues se brisaient dans la boue. Le P-47. Thunderbolt, né dans des usines américaines immaculées, combattait désormais depuis des pistes improvisées, taillées dans des prés de Normandie ou de Belgique. Les bases avancées de la 9th Air Force étaient un chaos total. Le sol était mou, le carburant sale, et tout ce qui pouvait rouiller le faisait. Les avions atterrissaient dans des flaques, non sur du béton. L'huile des moteurs gelait la nuit et devenait sirupeuse à midi. Chaque pilote connaissait la routine voler dure, revenir en crachant de la fumée et confier le problème au chef mécanicien. Le sergent Ed Daniels vivait dans ce chaos. Il avait 26 ans, le corps sec toujours couvert d'huile. Avant la guerre, il avait travaillé dans une usine à Peoria, construisant des machines agricoles du métal fait pour endurer pluie, poussière et négligence. Il avait rejoint l'armée de l'air pensant réparer des moteurs. À la place, il réparait les conséquences de la bureaucratie. Daniels avait une devise simple. Si ça casse 2 fois de la même manière, c'est que le manuel est faux. Mais les manuels régissaient de la guerre, chaque boulon, chaque bougie, chaque pièce avait son numéro. Et malheur aux mécaniciens qui les confondaient. Les moteurs R-2800 du Thunderbolt étaient censés être des chefs-d'œuvre intouchables construits avec précision et entretenus à la lettre. Pourtant, ces mêmes moteurs mouraient plus vite que les remplacements n'arrivaient d'Angleterre. En décembre, son terrain près de Saint-Lô était devenu un cimetière de Thunderbolts aux bougies mortes. L'humidité et l'essence d'aviation 130 riche en plomb tétraéthyle encrassaient le système d'allumage plus vite qu'on ne pouvait le nettoyer. La solution officielle était de nettoyer et de faire tourner les bougies après chaque mission, un processus de 4 heures par avion. Daniels se mit à faire les calculs. Un escadron de chasse comptait 18 appareils, chacun doté de 36 bougies, chaque bougie s'encrassant toutes les 25 heures de vol. Cela signifiait plus de 600 bougies remplacées chaque semaine pour seulement 400 pièces de rechange disponibles. Les chiffres ne tenaient pas. Il traversa les tentes de maintenance et vit la frustration partout des piles de bougies, à moitié nettoyées, trempant dans le benzène, prêtes à être réinstallées. Il demanda à un chef d'équipe quel était le vrai problème. L'homme cracha dans la boue. « Elles sont trop froides pour ce climat. » Et cette nuit-là, Daniels étudia les manuels techniques à la lueur d'une lanterne. Il compara les numéros de pièces entre le R-2800 des chasseurs et le R-1830 légèrement plus petit des bombardiers B-24. La différence n'était pas dans le filetage, mais dans la plage thermique. Les bougies des bombardiers brûlaient environ 80 degrés plus chaud. Plus chaud signifiait moins de dépôts d'encrassement. Plus chaud signifiait que la bougie pouvait se nettoyer elle-même dans l'air humide. Plus chaud signifiait aussi un risque de préallumage, une détonation capable de détruire un moteur si mal synchronisé. C'était un pari. Il nota dans son carnet « Les bougies de B-24 pourraient-elles fonctionner? Même pas de vis, même écartement, combustion plus chaude. Dangereux peut-être. À tenter sûrement. » Le lendemain matin, son sergent d'approvisionnement lui montra une caisse marquée R-830 Spark Assemblies. Elle prenait la poussière depuis des semaines. Daniels passa un doigt sur les filetages métalliques et sourit. Si les pièces s'ajustaient, le moteur démarrerait. Et si le moteur tournait plus propre,
il saurait que les manuels mentaient. La machine de guerre américaine fut un triomphe de la production. En 1944, seulement les États-Unis construisirent plus de 15 000 P-47, chacun identique, standardisé et sûr. Mais la perfection sur le papier ne survivait pas toujours à la réalité. Les concepteurs du Thunderbolt n'avaient jamais imaginé des pistes d'aviation couvertes de boue, des carburants de substitution à faible indice d'octane, ni des mécaniciens improvisant sous le feu de l'artillerie. Les pilotes qui faisaient voler ces avions ne savaient rien de tout cela, ils voulaient simplement grimper plus vite que les Allemands. Daniels, lui, se moquait de la doctrine. Il s'intéressait au son. Pour lui, un moteur parfait chantait. Celui du P-47, le R2800, ne chantait pas, il toussait. Et ce son-là le poussa à enfreindre une règle que personne d'autre n'osait toucher. Car si le système refusait de s'adapter, quelqu'un dans la boue devait bien le faire. Les forces aériennes américaines avaient rédigé des milliers de pages de manuels pour contrôler le chaos. Mais dans une guerre menée par des hommes, non des machines, ces manuels n'étaient que du papier. La véritable ingénierie se faisait au sol, dans la graisse, la frustration et l'intuition. La guerre est toujours une question de chiffres d'avions, d'hommes, de secondes entre la vie et la mort. Mais pour le P-47 Thunderbolt, les chiffres qui comptaient le plus ne se mesuraient ni en altitude ni en puissance. Ils se mesuraient en bougies d'allumage. Chaque moteur R2800 du Thunderbolt comptait 18 cylindres disposés en 2 rangées radiales. Chaque cylindre avait 2 bougies, une redondance qui gardait le gros radial en marche, même si l'une tombait en panne, soit 36 bougies par avion. Chacune avait une durée de vie d'environ 25 heures de vol avant l'encrassement, le moment où les dépôts de carbone et de plomb recouvrent les électrodes et affaiblissent l'étincelle. Dans l'air propre des bases d'entraînement de Floride ou d'Arizona, ce rythme fonctionnait. Mais au-dessus de la France, l'encrassement survenait en à peine 8 heures. Faites le calcul, un escadron de 18 P-47 pouvait brûler plus de 800 bougies par semaine en opération de combat intensive. Chaque bougie coûtait 2,75 $ en 1944. Individuellement, ce n'était rien. Cumulé, c'était ruineux. Les remplacer et les nettoyer exigeait 200 heures hommes de travail des équipes au sol chaque semaine. La logistique ne suivait pas. Chaque raté d'allumage en altitude signifiait plus qu'une simple perte de puissance, c'était davantage de carburant consommé par minute et un risque accru de panne moteur en montée. Les journaux de vol de la fin 1944 montrent que plus de 30% des missions de P-47 interrompues l'étaient à cause de pannes partielles dues à l'encrassement des bougies et non à des dommages de combat. Et lorsqu'une bougie s'encrassait, le déséquilibre faisait tourner le moteur de manière irrégulière. Un moteur irrégulier chauffait davantage. Plus il chauffait, plus il brûlait d'huile et plus l'huile brûlait les bougies. C'était un cercle parfait d'inefficacité. C'est là que l'intuition accidentelle de Daniels prit toute son importance. Les bougies froides du P-47 avaient été optimisées pour des conditions américaines de haute puissance et de haute altitude, où le flux d'air gardait les têtes de cylindres froides. Mais l'hiver européen était un autre monde dense, humide et suffisamment froid pour étouffer la combustion. Les bougies ne pouvaient pas brûler les dépôts de carbone avant leur accumulation. À l'inverse, les bougies plus chaudes du moteur R1830 du B-24 fonctionnaient à une température d'auto-nettoyage supérieure, environ 70 à 90 degrés C plus chaude en bout d'électrode. Cette chaleur supplémentaire permettait de vaporiser les résidus d'huile et les sels de plomb pendant le fonctionnement, empêchant l'encrassement qui paralysait les Thunderbolts. Une petite différence, un matériau de résistance interne et un écartement d'électrodes plus étroit changeaient complètement le calage de combustion. Dans un seul cylindre, cela représentait une fraction de cheval-vapeur. Multiplié par 36, c'était près de 8% d'efficacité totale en plus. Et puis, il y avait l'altitude. Le turbocompresseur du P-47 en faisait une bête de puissance au-delà de 20 000 pieds, mais des bougies encrassées,
l'empêchait rarement d'y parvenir proprement. Avec les bougies plus chaudes, l'allumage restait stable plus longtemps sous pression. L'avion d'essai de Daniels montait à 3500 pieds par minute contre une moyenne d'escadron de 2800. Une amélioration de 25% du taux de montée sans toucher ni à la cellule, ni au mélange, ni au compresseur. Pour la plupart des pilotes, c'était un miracle. Pour Daniels, c'était des chiffres. Il les refit encore et encore dans son carnet, la puissance du moteur augmentait linéairement avec l'efficacité des cylindres. L'encrassement des bougies chutait presque à zéro. La consommation de carburant s'améliorait de 3%. La température des têtes de cylindres baissait de 25 degrés. Même les harmoniques de vibration changeaient. L'avion tout entier tournait plus rond. Pourtant, officiellement, rien de cela n'existait. Les journaux de maintenance indiquaient toujours « Standard Issue, Spark Assembly, Air 859, Cleaned and Replaced ». La bureaucratie de l'armée refusait de reconnaître les modifications de terrain tant que les divisions d'ingénierie ne les validaient pas. Un processus de plusieurs mois. Ainsi, la solution de Daniels se propagea de la seule façon dont les bonnes idées se répandent en temps de guerre, discrètement, latéralement par rumeur et réputation. Les pilotes commencèrent à demander que Short Fuse prépare eux-mêmes leurs avions. Les équipes se mirent à échanger des bougies de B-24 comme des cigarettes de contrebande. Le marché noir de la performance était né. Mais sur le papier, les chiffres restaient douloureux. En hiver 1944, l'armée de l'air consommait un demi-million de bougies par mois à travers l'Europe. Chacune d'elles était le symptôme d'une vérité plus profonde. Parfois, la production de masse pouvait construire la perfection plus vite qu'elle ne pouvait en tirer des leçons. Daniels n'avait pas cherché à défier le système. Il avait simplement remarqué que les données ne collaient pas, et dans une guerre fondée sur l'efficacité, les mauvais calculs étaient l'ennemi le plus mortel. Le matin suivant son expérience, Ed Daniels se tenait à côté de son Thunderbolt, s'essuyant les mains avec un chiffon imbibé d'huile feignant que c'était une journée de maintenance comme les autres. Mais au fond, il savait qu'il avait fait quelque chose d'audacieux. Une modification non autorisée n'était pas seulement mal vue, c'était un motif de sanction disciplinaire. Le soleil perçait à peine la brume lorsque le pilote d'essai, le lieutenant Jack Morrison, grimpa dans le cockpit. Morrison était un vétéran 50 missions à son actif célèbre pour répéter que le P-47 grimpait comme une vache dans la mélasse. Daniels ne lui dit rien de l'échange de bougies. Si l'avion échouait, il assumerait seul la faute. « Moteur chaud !» lança Morrison. Daniels leva le pouce et recula à moitié nerveux, à moitié défiant. Le démarreur gémit le radial toussa une fois deux, puis prit vie. Le grondement profond du Air 2800 emplit le terrain, mais cette fois, le son était différent, plus pur, plus net, moins laborieux. Le ralenti était régulier. La vibration habituelle qui faisait trembler le sol avait disparu. Morrison fit avancer l'appareil, accéléra, et le Thunderbolt bondit en avant. À mesure que l'avion prenait de la vitesse, le souffle de l'hélice projeta de la boue sur le visage de Daniels, mais il ne broncha pas. Il écoutait. Pour lui, le son était une donnée, et ce son-là était de la musique. Le P-47 quitta la piste à 140 miles à l'heure et commença sa montée. Daniels le regarda disparaître dans la couche nuageuse basse, attendant le crépitement radio habituel, signalant les ratés. Il ne vint jamais. À la place, la voix de Morrison grésilla dans la statique. « Red 2, à la base, je passe 10 000 montées stables. Qu'est-ce que vous avez fait à mon oiseau ?» Daniels esquissa un sourire. « Je lui ai juste nettoyé les poumons. » À 15 000 pieds, Morrison transmit de nouveau. Toujours en traction plein régime, elle ne tousse pas. À 18 000, les chiffres du registre de vol étaient indéniables taux de montée en hausse de 25%, consommation de carburant légèrement réduite, température de culasse stable. Le moteur ne fonctionnait pas seulement mieux, il fonctionnait à la perfection. Quand Morrison atterrit, il coupa le moteur, sauta au sol et fixa Daniels. « Vous avez touché à quelque chose. »
Daniels haussa les épaules. J'ai juste remplacé quelques bougies. Par quoi? Daniels hésita. Des bougies de B24. Morrison cligna des yeux. Vous avez mis des bougies de bombardier dans un chasseur. Daniels acquiesça. Elles chauffent plus. Je me suis dit que ça aiderait à brûler les dépôts. Le pilote éclata de rire, secouant la tête. Vous êtes fou, sergent, mais quoi que vous ayez fait, ça marche. Le chef mécanicien, lui, ne rit pas. En apprenant l'échange, il signala Daniels à l'officier de maintenance. Quelques heures plus tard, Daniels se tenait devant le capitaine Reynolds, les mains encore pleines de cambouis. Reynolds tenait dans une main une bougie encrassée et dans l'autre une bougie neuve de bombardier. « Expliquez-moi pourquoi vous avez transformé ma ligne de maintenance en laboratoire, sergent. » Daniels répondit calmement. « Parce qu'on a perdu 6 avions ce mois-ci à cause de l'allumage. J'ai trouvé quelque chose qui règle le problème. » Et dans mes... Les yeux de Reynolds se plissèrent. « Et vous savez que c'est non autorisé. Vous auriez pu provoquer une détonation. Vous auriez pu tuer un pilote. » Daniels ne recula pas. Où les sauver? Reynolds le fixa puis consulta le rapport de l'essai du matin. Les chiffres parlaient en plus fort que les 2 hommes. Taux de montée accru, performance moteur constante, aucun encrassement détecté. Après un long silence, Reynolds posa les papiers. « Vous aurez une réprimande officielle, mais vous allez aussi régler chaque avion de ce terrain avant l'aube. » Cette nuit-là, Daniels travailla à la lueur des lampes avec son équipe, installant des bougies de B24 dans tous les P-47 disponibles. Au lever du jour, 12 Thunderbolts étaient prêts. Lors de la mission suivante, une escorte de bombardiers vers les Ardennes, la différence fut immédiate. Les pilotes signalèrent une montée plus haute, plus rapide, interceptant des menaces jusque-là inaccessibles. Les journaux de mission évoqueront plus tard des conditions exceptionnellement favorables. Mais les équipages savaient la vérité, ce n'était pas le temps, c'était l'étincelle. Pour Daniels, c'était une justification, mais dangereuse. La rumeur de son innovation de terrain se propagea aux unités voisines. Certains le prenaient pour un génie, d'autres pour un imprudent. L'ironie était cruelle, la bureaucratie de l'armée de l'air allait le punir pour la même modification qui bientôt apparaîtrait discrètement dans les notes d'essai des usines américaines. Car ce jour-là, dans la boue de France, un mécanicien couvert de graisse avait sans le savoir redéfini les limites du Thunderbolt. Tout ce qu'il avait fait, c'était écouter le son d'un moteur et croire que les chiffres pouvaient mentir. À la fin de la semaine, le terrain d'aviation était devenu un laboratoire clandestin. Les mécaniciens murmuraient au sujet des bougies chaudes, comme d'un secret échangeant des pièces de B24 entre les tentes après la tombée de la nuit. Les registres officiels mentionnaient encore des composants standards R2MU-10-100, mais tout le monde connaissait la vérité, chaque Thunderbolt qui grimpait sans à-coups portait la marque d'Ed Daniels. Les données étaient irréfutables sur 3 vols d'essais consécutifs, les P-47 modifiés de Daniels atteignaient 20 000 pieds en 5-10 minutes, contre 7,4 pour les modèles standards. La température moyenne des têtes de cylindre passa de 420 degrés à 395 degrés, tandis que l'encrassement des bougies chuta de sévère à aucun signalé. Les pilotes décrivaient la réponse des gaz comme instantanée. Pour Daniels, ces chiffres constituaient sa défense. Pour le commandement, ils représentaient un problème. Le capitaine Reynolds rédigea un rapport intitulé « Substitution non autorisée de composants ». Sec, factuel, accablant. Mais il y ajouta une dernière ligne qui changea tout. Les performances opérationnelles se sont nettement améliorées. La contradiction parvint au quartier général de groupe en moins de 48 heures. Le colonel commandant envoya un seul message. Cessez les modifications en attendant une évaluation officielle. Cet ordre aurait aussi bien pu être écrit sur le sable. Les pilotes réclamaient déjà le changement. « Donnez-moi les bougies de Daniels » devint une demande pré-vol. Les anciennes bougies s'encrassaient en mission. Les nouvelles, jamais.
Lorsque le 361 escorta les bombardiers B-26 au-dessus de l'Allemagne et revint sans une seule panne moteur, même les sceptiques commencèrent à prêter attention. Pourtant, la bureaucratie avançait plus lentement que la guerre. Les canaux officiels exigeaient des examens techniques formels des essais, la reproduction des données et l'approbation des services d'approvisionnement, un processus de plusieurs mois, du temps que personne au front n'avait. Reynolds affronta de nouveau Daniels sous la tente de maintenance, la voix tendue par la fatigue et la colère. « Vous m'avez coincé, sergent. Le commandement dit d'arrêter. Les pilotes disent de continuer. » Daniels ne leva pas les yeux du moteur qu'il réglait. « Alors vous devrez choisir lequel ramènera vos hommes à la maison. » Un long silence suivit. Reynolds se frotta les tempes, puis dit calmement « Continuez, mais ne l'écrivez pas. » C'est ainsi que l'innovation survécut en temps de guerre non par les ordres, mais par les omissions. Au début de janvier 1945, les données de performance relevées sur le terrain dans toute la 9th Air Force révélèrent une tendance nette. Les escadrons utilisant des modifications d'allumage non autorisées avaient 35% de missions avortées en moins et 20% d'amélioration dans les temps de montée en altitude. Les rapports furent classés comme anormaux. Daniel se moquait du nom qu'on leur donnait. Il regardait seulement les avions décoller moteurs hurlant traînés de fumée nette et blanche dans le ciel. Chaque retour d'appareil lui apportait une satisfaction silencieuse, les chiffres avaient gagné. Mais l'état-major y vit autre chose, un précédent dangereux. Un simple sergent avait contourné un système conçu précisément pour empêcher ce genre d'improvisation. Si sa modification échouait, l'armée de l'air risquait de perdre non seulement des avions, mais sa doctrine elle-même. L'enquête arriva donc. 2 officiers du matériel command de l'armée de l'air débarquèrent d'Angleterre, uniformes impeccables et soupçons dans le regard. Ils interrogèrent les pilotes, vérifièrent les journaux de vol et examinèrent les jeux de bougies. Leur conclusion stupéfia tout le monde, aucun effet indésirable. Amélioration des performances mesurables, études complémentaires recommandées. Études complémentaires était le code militaire pour une approbation discrète. En quelques semaines, la division d'ingénierie de Wright Field demanda des échantillons. Des essais sur banc confirmèrent les observations de Daniels, le profil de bougie plus chaud améliorait l'efficacité de la détonation par forte humidité et basse température. Au printemps, la modification devint officielle sous un nouveau nom, Ignition Optimization, European Theater Variant ANDEG 19. Le nom de Daniels n'apparut nulle part dans le rapport. Il ne s'y attendait pas. La reconnaissance n'était pas ce qu'il cherchait. Ce qui comptait, c'étaient les résultats: moins de crash, des montées plus franches, une combustion plus propre. La chaîne de défaillance d'une bougie encrassée à un avion perdu avait été rompue. Et tout cela grâce à un homme convaincu que le manuel n'était pas l'Évangile, mais une suggestion écrite par quelqu'un qui n'avait jamais réparé un moteur sous la pluie. La première véritable épreuve de la modification de Daniels ne se déroula pas dans un atelier, mais dans l'aube glaciale au-dessus des Ardennes. Janvier 1945, la bataille des Ardennes faisait rage. Le ciel de Belgique était saturé de nuages de fumée et d'éclats de la flaque allemande. Le 362nd Fighter Group devait escorter une formation de bombardiers B-26 maraudait en direction des ponts sur le Rhin. D'ordinaire, le P-47 peinait dans ce type d'air froid, humide, lourd, les conditions mêmes qui encrassaient les bougies et étouffaient de la montée. Mais cette fois, tout était différent. Chaque Thunderbolt de la ligne avait été réglé par short fuse. À 06h10, les moteurs s'allumèrent en une vague de son. Les équipes au sol se raidirent tandis que le rugissement des 18 radios emplissait la vallée. Pour une oreille non avertie, cela sonnait comme du chaos. Pour Daniels, accroupi au bord de la piste, c'était de la symétrie. Chaque note était claire, tranchante, régulière, pas de raté, pas de hoquet. Les P-47 décollèrent un à un, lourdes d'abord, puis accélérant sur la piste gelée. Leurs hélices fendaient la brume comme des scies. Daniels resta là jusqu'à ce que le dernier fuselage argenté disparaisse dans la couche nuageuse. Sur la radio,
La voix du lieutenant Morrison retentit stable. « Red Flight, passage 10 000, puissance stable. »« Reçu », répondit la tour. À 14 000 pieds, la Luftwaffe les trouva un groupe de Me-109 plongeant d'en haut le soleil, se reflétant sur leurs verrières comme des lames. La tactique habituelle était simple, les chasseurs allemands piquaient, frappaient fort, puis remontaient vers la sécurité. Les P-47 ne pouvaient pas suivre. C'était toujours ainsi. Pas cette fois. Morrison poussa les gaz, s'attendant au retard familier, au raté à la montée poussive. Rien de tout cela n'arriva. Le Thunderbolt bondit vers le haut comme un être vivant. L'aiguille de l'altimètre tournait plus vite qu'il ne l'avait jamais vu. « Ils ne s'échapperont pas », cria-t-il à la radio. 2 P-47 le suivirent dans la montée, leurs turbocompresseurs hurlant. Les pilotes allemands, voyant l'impossible se produire, tentèrent de tirer et de rompre. Ils n'y parvinrent pas. Morrison tira à 19 000 pieds. Une rafale courte de ses 8 mitrailleuses, Pont 50, illumina le ciel. Un 109 prit feu, puis se désintégra. En bas, les équipages de bombardiers exultaient. « Les Thunderbolts leur grimpent dessus !» cria un artilleur. Le capitaine Boyd, un autre pilote, n'en revenait pas. « Jamais vu un engin grimper comme ça. On dirait qu'on a largué 1000 livres. » En 20 minutes, l'engagement fut terminé. 4 chasseurs allemands abattus. Aucun Thunderbolt perdu, aucune panne moteur signalée. Quand ils se posèrent en le terrain d'aviation, explosa de rires, de clameurs et d'incrédulité, mais surtout d'un sentiment qui avait disparu depuis des mois, la confiance. Les pilotes tapaient dans le dos de Daniels, plaisantant. « Sergent, vous avez accordé la guerre. » Reynolds, l'officier de maintenance qui avait autrefois menacé de le traduire en cour martiale, se contenta de dire « Vous venez de me faire passer pour un imbécile sergent. » Daniels esquissa un sourire. Ce ne serait pas la première fois qu'un mécanicien répare le problème d'un officier. Cette nuit-là, le journal de vol indiqua des temps de montée moyens de 5-6 minutes pour atteindre 20 000 pieds, le meilleur record jamais enregistré pour le groupe. La fiabilité moteur atteignit 100% sur toute la ligne, aucune mission annulée, aucune panne d'allumage. Ce n'était pas de la chance, c'était de la chimie, de la physique et du courage réunis. La nouvelle se répandit vite. En une semaine, des unités de toute la 9th Air Force envoyaient des messages radio. « Envoyez-nous les numéros de bougies. On prendra tout ce que vous pouvez trouver. » À Londres, les ingénieurs de Wright Aeronautical analysèrent les rapports de combat. Ils ne pouvaient nier les résultats, l'improvisation du terrain avait surpassé l'ingénierie d'usine. Le mémo officiel qui suivit fut bref et clinique. Amélioration constatée de la stabilité d'allumage sur moteur R2800 modifié sur le terrain. Modification locale apparemment bénéfique. Études complémentaires recommandées. C'était la manière bureaucratique d'admettre qu'il avait raison. Mais Daniels ne vit rien de tout cela. Il était trop occupé sous un autre capot, manche retroussé, clé à la main, fredonnant pour lui-même, en remplaçant un autre jeu de bougies. Pour lui, la preuve ne résidait pas dans les papiers, mais dans le son des moteurs quittant le sol, sans tousser, une seule fois. Ce son pur, féroce, vivant, était sa récompense. Car en guerre, le succès ne se mesure pas aux médailles, mais au nombre d'hommes qui rentrent chez eux parce que vous avez refusé de suivre de mauvaises instructions. En février 1945, l'hérésie des bougies de Ed Daniels s'était répandue bien au-delà de son terrain boueux. D'abord, ce n'étaient que des rumeurs, des murmures échangés entre convois de ravitaillement et équipes de maintenance. On parlait de bougies chaudes, de P-47, capables de grimper comme des Spitfire, d'un sergent qui avait trouvé ce que les ingénieurs n'avaient pas vu. Le bureau logistique de la 9th Air Force s'en aperçut le premier. Les demandes de bougies pour B-24 explosèrent de 400% en 3 semaines. Les commis d'approvisionnement ne comprenaient pas, mais ils savaient qu'on empruntait des pièces du stock des bombardiers pour maintenir les chasseurs en vol. À la division moteur de Wright Aeronautical dans le New Jersey, les ingénieurs furent stupéfaits
de recevoir des rapports marqués « Ignition Stability Anomalies positives ». Cette formulation « n'existait pas une anomalie » devait toujours être négative. Pourtant, ces anomalies s'accompagnaient de gains de performance qui contredisaient le manuel. Une équipe d'essai fut envoyée en Europe pour enquêter. Parmi eux se trouvait le capitaine George Merrill, jeune ingénieur de Pratt & Whitney. Il arriva à Saint-Lô en mars 1945 à la recherche de l'homme que tout le monde blâmait ou célébrait. Il le trouva tel qu'on le décrivait manche, relevé, chemise noire, d'huile cigarette au coin des lèvres et un moteur R2 1800 ouvert devant lui, comme un cœur disséqué. « C'est vous qui changez mes bougies ?» demanda Merrill. « Ça dépend de qui pose la question. »« Je suis celui qui les a conçues, » répondit Merrill. « Et vous n'utilisez pas les bonnes. » Daniels ricana. « Drôle. Les mauvaises, elles ne ratent jamais. » Merrill resta un instant silencieux, surpris par la confiance du mécanicien. « Vous n'êtes pas censé modifier les composants d'allumage. » Daniels s'essuya les mains. « Dites ça à la Luftwaffe. » Merrill étudia lui-même les données essais propres, reproductibles, irréfutables. Encrassement éliminé. Taux de montée plus 20%. Consommation légèrement améliorée. Usure moteur inchangée. Il envoya un rapport codé à Wright Field, modification de terrain vérifiée, autorisation expérimentale recommandée. Mise en œuvre immédiate possible. En quelques semaines, des bulletins d'ingénierie commencèrent à circuler sous un titre anodin Ignition Optimization Directive, NOM 19, ITO Conditions. Le texte autorisait la substitution régionale de bougies à haute température dans les zones où l'humidité affectait la performance. Le nom de Daniels n'y figurait nulle part, mais les mécaniciens savaient. Ils commencèrent à appeler la nouvelle configuration le système d'allumage Daniels. Bientôt, les usines du Connecticut expédièrent des Thunderbolts équipés d'origine avec les nouvelles bougies. Les pilotes pouvaient désormais traverser les nuages sans caler. La transformation fut si spectaculaire que les rapports de la Luftwaffe du début de 1945 mentionnèrent une baisse de 30% du taux d'interception réussi contre les Thunderbolts au-dessus de 18 000 pieds. Pour Daniels, c'était surréaliste. La modification qui lui avait presque valu la cour martiale était désormais un équipement standard. Le capitaine Reynolds lui remit une copie de la nouvelle directive « Vous êtes dans les papiers, sergent. C'est plus rare qu'une médaille. » Daniels lut le document impassible. Ils ont changé 3 mots et fait croire que c'était leur idée. Diem. Reynolds rit doucement. Bienvenue dans l'histoire. En avril, un général en visite inspecta le terrain serrant la main des pilotes et des mécaniciens. Arrivé devant Daniels, il demanda « C'est vous l'homme derrière la correction des bougies ?» Daniels haussa les épaules. « Je suis celui qui en a eu assez de les remplacer. » Le général sourit. « Parfois, les meilleurs ingénieurs n'ont pas de diplôme. » Ce soir-là, Daniels s'assit devant le hangar, regardant le soleil se coucher derrière les rangées de P-47 alignées. Au loin, les moteurs chauffaient à leur son plus doux, plus riche. Il écouta satisfait comme un homme qui avait transformé la frustration en vol. À l'été 1945, la guerre en Europe touchait à sa fin. Les rapports montraient que les P-47 modifiés avaient accumulé des dizaines de milliers d'heures de vol sans une seule panne liée aux bougies. L'astuce de terrain de Daniels avait silencieusement amélioré l'un des chasseurs les plus produits de la guerre. Quand on lui demanda plus tard comment il avait trouvé la solution, il répondit simplement « Les moteurs parlent. Il suffit d'écouter au-delà des manuels. » Pour lui, cela suffisait. Son héritage ne figurait pas dans les journaux. Il résonnait dans chaque allumage parfait qui soulevait un pilote à travers les nuages. Plus vite, plus sûr, plus haut. Et jusqu'à la fin de la guerre, aucun pilote de Thunderbolt ne traita plus jamais son avion de brique volante. Au printemps 1945, la légende Dead Short Fuse
Daniels était devenu une histoire que chaque mécanicien racontait lorsque les moteurs se taisaient. Pas parce qu'il avait défié les ordres des centaines d'hommes l'avaient fait, mais parce que son pari avait si bien fonctionné que toute l'armée de l'air dut faire semblant que c'était son idée depuis le début. La réputation du P-47 Thunderbolt changea presque du jour au lendemain. Ce qu'on raillait autrefois comme un engin lourd et maladroit devint le chasseur le plus rapide en montée et le plus fiable au-dessus de 20 000 pieds. Les pilotes qui priaient autrefois pendant chaque ascension se mirent à se vanter de pouvoir poursuivre les Messerschmitt jusque dans leur traînée de condensation. L'expression « donne-lui une étincelle et laisse-le chanter » devint un jargon d'escadron. Rien de tout cela ne venait des laboratoires ni des réunions d'état-major. Cela venait d'un mécanicien qui refusait d'accepter un mauvais calcul. Les historiens aiment dire que les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale grâce à la production de masse à la supériorité numérique. Mais la réparation de bougies de Daniels prouva une autre vérité. La victoire s'était aussi construite une expérience à la fois par des hommes dans la boue qui refusaient d'arrêter de penser. L'analyse d'après-guerre de l'armée de l'air quantifia plus tard les effets. Les unités ayant adopté les bougies plus chaudes atteignaient des vitesses de montée 20 à 25% supérieures, 30% de missions avortées en moins et une fiabilité moteur accrue de plus de 40% par rapport aux moyennes de 1944. Ces chiffres changèrent de la stratégie. Un chasseur capable de grimper plus vite pouvait intercepter les bombardiers plus tôt, briser les attaques avant qu'elles ne se forment et survivre à des piquets qui faisaient autrefois surchauffer les moteurs. Derrière chaque statistique se cachait le même schéma. Lorsqu'un homme remettait en cause le manuel Laguerre, penchait un peu plus en faveur des Alliés. Daniels n'écrivit jamais de rapport sur ce qu'il avait fait. Il ne signa même pas les bons de commande qui diffusèrent son idée dans toute la 9th Air Force. Sa contribution existait dans le son, le grondement profond et pur de moteur qui ne toussait plus en montant vers le ciel. Des années plus tard, quand les ingénieurs militaires revinrent sur les problèmes d'allumage européens, ils finirent par admettre ce que les données de terrain avaient toujours montré: les bougies standards du R2800 étaient trop froides pour ce théâtre d'opération. Le bulletin officiel réédité en 1946 se concluait par une seule phrase d'une sobriété bureaucratique: l'expérience opérationnelle indique que l'adaptation de bougies à haute température améliore les performances en service. Desi. Cette phrase était la signature cachée de Daniels. L'ironie, bien sûr, était que sa solution n'avait jamais été révolutionnaire, un changement si minime, 36 bougies échangées, qu'aucun ingénieur d'usine n'aurait pris la peine de le tester. Pourtant, elle capturait l'essence même de l'innovation en temps de guerre. De petits actes de désobéissance qui, multipliés, donnaient un avantage systémique. À une époque de production massive et de procédures rigides, Daniels rappela à l'armée de l'air que le progrès ne naît pas de l'obéissance, mais de l'attention à ce que tout le monde ignore. Quand les journalistes, après la guerre, appelèrent le P-47 le moteur qui gagna le ciel, ils n'avaient qu'à moitié raison. Le véritable moteur de la victoire, c'était la curiosité. Durant tout le reste de son service, Daniels refusa les promotions, préférant le hangar au bureau. « Je ne suis pas un officier », dit-il un jour. « Les officiers parlent de puissance, moi je la fais tourner. » L'échange de bougies devint une parabole enseignée dans les écoles de l'Air Force, une histoire montrant comment un écart de quelques millimètres dans l'écartement d'une électrode pouvait changer l'issue d'une campagne entière. Et chaque fois qu'un pilote de P-47 poussait les gaz et sentait cette montée régulière, il en apportait à nouveau la preuve. La différence entre la limitation et l'innovation, c'était un seul homme, prêt à demander « et si le manuel se trompait ?» La guerre était censée récompenser la discipline. Daniels prouva qu'elle récompensait parfois l'imagination. Une étincelle, une idée, un mécanicien qui transforma la frustration en altitude. Voilà comment une réparation stupide contribua à terminer la guerre dans les airs. La guerre se termina comme toutes les autres, non par un cri, mais par un lent soupir collectif.
Les P-47 qui autrefois tonnaient à travers la flaque et la neige reposaient désormais en silence sur les aérodromes européens, ailes striées d'huile et de victoire. Mais pour ceux qui les avaient servis, chaque vrombissement, chaque vibration portait un souvenir. Pour les pilotes, c'était le son de la puissance. Pour Ed Daniels, c'était le son de la preuve. Il rentra chez lui en 1946 dans l'Illinois, où le bruit le plus fort était celui d'un moteur de tracteur. Il se remit à réparer les machines agricoles comme il avait réparé les Thunderbolt en écoutant. Il ne se vanta jamais, n'écrivit aucun mémoire, ne raconta à personne qu'un changement effectué dans un champ boueux de France avait modifié la courbe de montée de toute une flotte de chasseurs. Des années plus tard, quand de jeunes mécaniciens lui demandèrent de parler de la guerre, il sourit simplement et dit « Les moteurs parlent. Il suffit de se taire assez longtemps pour les entendre. » La vérité de son histoire survécut dans les chiffres, dans les rapports de mission, les données de maintenance, les courbes de performance qui avaient sauvé des pilotes. Les mathématiques de la destruction avaient été réécrites non par des bombes, mais par la compréhension. Car parfois, la différence entre perdre de l'altitude et réécrire l'histoire ne tient ni au courage, ni à la technologie. C'est l'histoire d'un homme qui regarde un système brisé et dit « Non, ce n'est pas assez bien ». Ed Daniels n'a jamais porté de médaille. Il n'en avait pas besoin. Son héritage n'était pas brodé sur un uniforme, il rugissait dans le ciel d'Europe à l'intérieur de chaque moteur à combustion parfaite qui grimpait plus vite que l'ennemi ne l'aurait cru possible. Le P-47 Thunderbolt entra dans l'histoire comme l'un des chasseurs les plus robustes et fiables de la guerre. Ce que peu savaient, c'est qu'une partie de cette fiabilité venait d'une décision stupide, celle d'un mécanicien dans un champ boueux qui refusa d'accepter les limites écrites par des hommes qui n'avaient jamais vu la boue. Voilà comment la guerre fut vraiment gagnée, non seulement par les pilotes qui la livrèrent, mais par les esprits qui refusèrent d'arrêter de l'améliorer. Quand Daniels prit finalement sa retraite, il conserva une seule chose de la guerre, une bougie d'allumage de B-24. Son métal était noirci poli par le temps. À sa base, il avait gravé une ligne avec une lime. Elle fonctionnait encore parce que c'est ce qu'il croyait jusqu'à son dernier jour, qu'aucune règle, aucun système, aucune doctrine ne devait jamais se dresser contre quelque chose qui fonctionne. Et cette conviction, cette étincelle de défi, transforma un mécanicien frustré en l'un des architectes silencieux de la victoire. La prochaine fois qu'un moteur démarre sans rater quelque part dans un hangar, c'est encore Ed Daniels qui murmure depuis 1944. Le son d'un moteur propre n'est pas seulement celui d'une machine. C'est celui de quelqu'un qui a refusé de faire les choses comme tout le monde et qui, pour cela, a changé le monde.